Les mutilations génitales féminines est l'une des vieilles pratiques qui persistent en Afrique. Malgré les conséquences néfastes qu'engendre ce fléau, notre communauté a du mal à s'en débarrasser. Rappelez que la Guinée a été déclarée deuxième pays dans le monde entier qui pratique l'excision avec un taux de 96%. Quel sera le sort de cette génération montante si cette pratique n'est pas éradiquée? Aimables téléspectateurs de SAC TV, merci de nous avoir choisis et bienvenue dans votre émission spéciale mutilation génitale féminine et la pandémie coronavirus qui ravage le monde depuis 2 ans. Quelles sont les conséquences qu'engendre cette pratique sur la femme? Quelle stratégie adopter pour limiter la propagation de la pandémie coronavirus? Les réponses, c'est dans cette émission. Nous partageons ce plateau avec Dr Kofi Fabiane Désiré, un médecin en service à la médecine légale de l'hôpital national Ignace Tine. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Également, nous avons Madame Djena Bouyoula, elle travaille avec les jeunes pour l'autonomisation de la couche féminine. Bonjour Madame. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse suivre le témoignage de cette jeune fille qui a bien voulu nous faire ce témoignage sur son cas particulier. Je m'appelle Nakoni, je suis étudiante en licence 3 biologie médicale à l'Université Gamal des Nations de Conakry. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire, ce que j'ai vécu lors de l'excision mutilation génitale féminine. Et j'ai subi une forme de mutilation génitale qu'on appelle l'infibulation. L'infibulation, c'est quand on essaye de fermer la quasi-totalité de l'appareil vaginal de la femme. Alors moi, je l'ai subi quand j'avais l'âge de 2 ans. On m'a pris pour m'envoyer en vacances au Mali et c'est là-bas que j'ai subi cette injustice. Je ne me rappelle pas également des douleurs que j'ai subies à l'instant, mais après, avec l'âge qui avançait, j'ai commencé à subir des douleurs au niveau des vagins. À chaque fois, j'avais des douleurs au niveau des vagins, etc. Mais aussi, il y a aussi le rare écoulement des menstrues, c'est-à-dire que je pouvais faire 2 mois, 3 mois sans voir mes menstrues. L'infibulation, je l'ai connue quand je faisais la licence 1. Quand je faisais mon stage, et puis j'ai vu l'appareil génital d'une fille qui n'avait pas le même appareil génital que moi. Alors j'ai posé des questions, j'ai demandé. On m'a dit que c'était l'infibulation. Je ne savais pas que cette autre forme de l'excision existait. C'est quand j'ai demandé mes supérieurs à l'hôpital, ils m'ont dit que c'était une autre forme de l'infibulation. D'ailleurs, on l'appelle à l'hôpital la 4e phase de l'excision. Et quand je l'ai su, je me suis dit alors, je ne dois pas me taire, je dois en parler c'est-à-dire pour sensibiliser à travers mon histoire. Parce qu'il y avait beaucoup de filles qui ne savaient pas qu'elles étaient infibulées. C'est à travers mon témoignage, plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux et autres, qu'elles ont su qu'elles aussi elles sont victimes de l'infibulation. Alors, je vous demande de briser le silence, de sensibiliser autour de vous, sensibiliser les parents, la famille, la communauté, d'arrêter les mutilations. Alors, avant de parler des conséquences, je crois que je vais parler d'abord avec Madame Lula. Pour vous, c'est quoi les mutilations génitales féminines? Les mutilations génitales féminines, c'est un concept aujourd'hui qu'on continue à parler, mais qui n'a pas commencé aujourd'hui. Les origines de la pratique des mutilations génitales féminines ne sont pas encore claires, mais celles-ci seraient apparues avant le christianisme et l'islam. Aujourd'hui, plusieurs pays pratiquent l'excision, où notre pays occupe le 2e rang mondial, c'est-à-dire les 95% des filles sont excisées. Et puis chaque année, plus de 3900 filles sont excisées par an. Vous voyez, en Guinée, bien sûr, ça c'est
Les sources sont de l'enquête démographique et de santé 2018. D'accord. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de cette pratique sans parler sur les méfaits, les causes sur les filles. Justement, en parlant des conséquences, je crois que je vais parler avec Dr Kofi qui va nous dire exactement quelles sont les conséquences médicales liées à cette pratique sur la femme. D'accord. D'abord, merci pour l'invitation. Voilà, on le sait tous, hein, les mutilations génitales, c'est vraiment un phénomène assez récurrent, assez déplorable pour notre société aujourd'hui. Surtout avec ce taux en Guinée. Ah oui, surtout. Et avant tout, il faut rappeler que la mutilation génitale, c'est une ablation partielle ou totale des parties génitales externes de la femme. Et cette ablation a plusieurs conséquences. D'abord, il y a les conséquences immédiates, c'est-à-dire pendant l'acte. Le fait déjà de couper une partie de l'appareil génital externe, vous savez, l'appareil génital externe regorge entre autres, nous avons le clitoris, nous avons les petites ou les grandes lèvres, et c'est une zone assez innervée, d'accord? Donc quand on coupe ou quand on sectionne une partie de cette zone-là, il y a ce qu'on appelle la douleur. Ça entraîne une douleur, une vive douleur. En plus de la douleur, on a des saignements. On a des saignements qui peuvent entraîner une hémorragie. Une hémorragie et entraîner même jusqu'à la longue un choc et causer la mort de ces filles-là. Ça, ce sont des conséquences immédiates. Mais en plus de ces conséquences immédiates-là, à la longue, on peut avoir ce qu'on appelle une infection. Une infection génitale, une infection urinaire. Vous savez que lors de l'acte, il n'y a pas d'asepsie, il n'y a pas de soins adéquats pendant l'acte. Voilà, l'acte est fait dans une précarité totale. Donc, lors de l'acte, lors de la mutilation, il y a risque d'infection génitale. En plus de l'infection génitale, on a la transmission aussi de maladies. Entre autres le tétanos, le VIH, parce que généralement, on utilise une seule lame ou bien une seule paire de ciseaux pour 10 filles, pour 50 filles, malheureusement. Voilà. En plus de ces maladies qui peuvent être véhiculées, nous avons aussi le plan psychologique. Sur le plan psychologique, la fille peut être touchée, elle peut avoir un traumatisme successif à cette ablation de partie génitale externe. En plus du traumatisme, on peut avoir ce qu'on appelle une anxiété. Voilà, elle a peur à la longue d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un et ça peut même entraîner des conséquences sur sa vie sexuelle. Parce que vous savez, le clitoris, je le dis toujours, c'est ce qu'on appelle l'organe du plaisir par excellence. Donc lorsque ce clitoris-là est stimulé, il y a une sorte de plaisir. Mais si ce clitoris-là a été sectionné, s'il a été coupé, le plaisir de la jeune femme est diminué. Alors c'est vraiment compliqué. Oui, bien sûr. Oui, c'est compliqué. Donc voilà plusieurs conséquences que peuvent engendrer les mutilations génitales. Et après, lors des accouchements? Lors des accouchements, exactement. Il y a ce qu'on appelle la fistule. Il peut avoir obstétricale. Il peut avoir une déchirure au niveau du périnée. On peut avoir une fistule obstétricale, de telle sorte qu'il y a une mauvaise communication entre le vagin de la femme et son anus. Du coup, on peut retrouver les selles de la femme dans le vagin. Et ça, c'est vraiment très délicat. C'est très délicat. C'est une pratique qu'on doit bannir, c'est une pratique qu'on ne doit pas conserver. Exactement. Je vais revenir un peu avec Madame Youla qui a hâte de parler sur le sujet. Alors Madame Youla, c'est quoi votre regard socio-culturel sur cette pratique? Comme elle vient de parler sur les fistures obstétricales, la personne même est rejetée. C'est juste ajouter ça avant de continuer. La personne est exclue, étant donné qu'on ne doit pas exclure une personne dans la société. Surtout que ce n'est pas elle qui a créé ce problème, c'est d'autres personnes. Bien sûr. Maintenant, si je parle maintenant dans le domaine socio-culturel, cette pratique est là avant nous. Nos arrière-grands-parents ont pratiqué ça. Maintenant, dire aujourd'hui qu'on va bannir,
C'est compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est culturel, c'est dans la tête des gens, c'est dans la tête des personnes qu'on ne doit pas arrêter les mutilations génitales féminines. Comme elle vient de dire, ça a beaucoup de conséquences sur la vie d'une fille. Oui. Je pense qu'il faut une large communication autour de cela. Bien sûr. Surtout étaler toutes ces conséquences que madame vient de nous montrer. On touche la réalité au bout du surtout ça. Parce que là, c'est vraiment... Surtout ça, faire beaucoup de sensibilisation à des différents niveaux. Par exemple, dans les communautés, faire des rencontres intergénérationnelles, mais cela trouvera que les gens qui doivent venir parler de cette pratique, ils sont même pour. Voilà, ils sont même pour. Ils sont convaincus que ce n'est pas une bonne chose pour la fille. Ce n'est pas une bonne chose pour une femme. Mais si tu n'es pas convaincu, tu veux faire la sensibilisation, peut-être le message que tu vas véhiculer, les gens ne vont pas suivre. Ça, c'est un. Du coup, il faut renforcer les capacités des structures des jeunes sur les thématiques de mutilation génitale féminine, sur le mariage d'enfants et sur la sexualité. Il ne faut pas que ça soit un tabou. Avant c'était un tabou. Mais aujourd'hui, on a commencé à parler sur cette thématique mutilation génitale féminine. On en parle partout maintenant. Pourquoi de ne pas foncer et sensibiliser la population, et sensibiliser nos parents, et sensibiliser nos mamans? Il ne faut pas dire que moi j'ai subi obligatoirement, je dois faire subir à mon enfant. C'est ça le problème aujourd'hui. Alors, tenant compte de la réalité, de la Guinée elle-même d'abord, et de nos cultures, de nos sociétés, qu'est-ce qu'on peut faire pour bannir ce fléau? Pour bannir ce fléau, je vais vous dire le code de l'enfant qui est là, de l'article 714 à 774 à 782 ne parle que sur les mutilations génitales féminines. Wow. Du coup, il faut faire comprendre le contenu de ce document à la population, au niveau des communautés, dans les districts, dans les villages, dans nos différentes langues. Ils vont comprendre. C'est-à-dire la sensibilisation. La sensibilisation, tout se passe par la sensibilisation. Deuxième chose, notre loi. Il y a le titre 2 qui parle, l'article 8 parle que les mutilations génitales féminines sont interdites. Pourquoi alors on va mutiler les filles? Pourquoi? Autre chose, il faut appliquer la loi. Il faut appliquer la loi telle que décrite dans nos documents. Surtout que la Guinée a ratifié des conventions internationales. Au niveau international, au niveau de la sous-région et au niveau du pays. Aujourd'hui, le ministère, ex-ministère de l'Action sociale de la promotion féminine avait élaboré un document de stratégie nationale. Pour lutter contre les Bien sûr, ce document-là existe. Et c'est un document qui détaille les activités qu'on doit mener pour défendre, pour arrêter les mutilations génitales féminines. Pourquoi on n'utilise pas tous ces documents et la loi, appliquer la loi pour arrêter? Le paradoxe est que la loi existe, les documents existent qui condamnent, mais il y a même les sages-femmes qui pratiquent cela en cachette. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cela, Dr Kofi? Oui, vous le dites bien, en cachette. Oui, mais voilà. Si déjà elles savent que c'est pas vrai, elles doivent être là pour sensibiliser. Elles le savent parce que, comme elle a dit tout à l'heure, le code pénal interdit, le code pénal punit les mutilations génitales. Selon le code pénal, je pense qu'une personne qui porte atteinte à l'intégrité physique, parce que la mutilation génitale fait partie des violences basées sur le genre. C'est une atteinte à l'intégrité physique des enfants. Et le code pénal punit cela d'une peine allant de 5 ans à 10 ans. 20 ans. Voilà, avec une amende de 1 million à 3 millions de francs guinéens. Voilà. Mais comme elles le font dans l'ombre,
on n'arrive pas à mettre la main sur qui le fait ou qui ne le fait pas. Donc c'est un peu compliqué. Je crois qu'il pour ça, j'ai une communication là. Oui, je voulais. Entre médecins et tout. Oui, elles le savent, comme je vous le dis, elles le savent, mais tout part de, comment dire ça, de la moralité de tout un chacun. Mais ça aussi, comme solution, j'étais tout récemment à l'intérieur du pays où les jeunes même ont dit pendant les différentes formations, il ne faut pas que ce soit seulement des jeunes qui sont là ou bien des cadres des différents départements. Il faut penser aux sages-femmes. Les sages-femmes doivent participer aux différentes formations. Parce que il y a des structures aujourd'hui, il y a des ONG internationales qui renforcent les capacités des services étatiques par rapport aux mutilations génitales féminines. Du coup, il faut penser à prendre en compte la présence de ces sages-femmes parce que ça n'a pas été occulté comme les recommandations des structures des jeunes ont pensé vraiment à ces sages-femmes par rapport à leur renforcement de capacités, à leur participation dans les différentes activités des mutilations génitales féminines. Comme tu as si bien dit, il y a aussi les religieux que j'ai oubliés. Ah oui. Les religieux qui sont en train de jouer un rôle important maintenant parce qu'ils participent aux différentes formations. En même temps, ils ont commencé à véhiculer des messages par rapport aux mutilations génitales féminines. Je crois que si le processus continue comme ça, c'est un pas. Oui. Peut-être dans 5 ans, comment vous voyez cette pratique en Guinée? Dans 5 ans, vous croyez que parce que l'implication des jeunes, de cette génération montante et tout, des religieux, vous croyez que ça peut diminuer totalement dans 5 ans? Peut-être on peut se retrouver avec 85%? On espère. Oui, les 2% de moins là, parce qu'on était à 97%, aujourd'hui nous sommes à 95%. Je me dis, il y a eu beaucoup de progrès. Avant, on ne parlait pas. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour parler de ça. Mais avant, on ne parlait pas. Il y a des progrès. Le fait qu'aujourd'hui, on a des structures, des jeunes qui sont en train de dénoncer. Il y a la dénonciation. Ça peut nous aider. Qui sont en train, oui. En même temps, il y a beaucoup de... Ce n'est plus un tabou. Comme j'ai si bien dit, ce n'est plus un tabou. À partir du moment qu'on est en train de parler dans les différentes radios, les réseaux sociaux, les structures des jeunes sont engagées aujourd'hui à dénoncer, même à suivre des femmes qui sont en train de mutiler les petites filles qui viennent de naître. Ça, c'est déjà des avancées. À partir du moment que certaines communautés, je peux citer ici Gekedou, où j'étais avant, j'ai fait 3 ans, où beaucoup de communautés, même dans les villages, ont déposé, ont abandonné les mutilations génitales féminines. Je pense que si on continue comme ça dans 5 ans, le taux de 95% peut descendre entre guillemets. Je pense bien. La pandémie coronavirus existe toujours dans le monde, mais il y a eu quelques vaccins en Guinée, là où nous vivons. Mais il faut reconnaître que la population est un peu réticente avec cela. Docteur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bien évidemment que la population est réticente parce que, comme on l'a dit, on le voit aussi sur les médias, le vaccin ne protège pas à 100%, mais il réduit considérablement la charge de transmission. D'accord? Mais tout ce que je peux dire, c'est d'inciter les populations à se faire vacciner. Parce que quand on est vacciné, on est protégé soi-même, mais on protège aussi notre environnement. Voilà. Quand on est vacciné, on a moins de risques, on a moins de risques de contracter la maladie. Donc on sensibilise, on demande toujours à la population d'accepter de se faire vacciner. Déjà que le vaccin il est gratuit. Donc il faut bien le faire. Parce que la population est trop réticente. Bien sûr. Oui. Alors, docteur, si vous me voyez ici, là, j'ai pas porté
mon max, c'est que je suppose qu'il y a la distanciation sociale. Oui, j'ai mon carnet aussi, comme tu as si bien dit. J'ai mon carnet. Voilà. Comme tu as si bien dit, il faut qu'on sensibilise la population. Alors, avec les jeunes. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela, sur le virus, comment couper la chaîne de contamination, comment limiter la propagation du Covid-19? Je vais vous dire d'abord, au tout début de la pandémie, j'ai bien aimé l'implication des jeunes dans la sensibilisation. J'ai vu les jeunes de Conakry ici jusqu'à Yomo qui sont décidés jusqu'à maintenant, qui sont décidés pour lutter contre cette pandémie. Pourquoi j'ai dit ça? Ces structures des jeunes ont fait tellement de sensibilisation, que ce soit sur les réseaux sociaux, là où ils ont créé des plateformes pour s'informer, pour partager des informations, comment éviter, que ce soit dans les différentes radios, que ce soit la radio nationale ou les radios privées, ces jeunes-là ont joué un rôle important dans la sensibilisation. Ces jeunes sont partis pendant les moments difficiles sur le terrain pour distribuer les kits de lavage de mains, en même temps les masques. Ça, j'ai bien aimé. C'est ma façon de remercier aujourd'hui ces structures des jeunes qui sont en train de se battre pour lutter contre la pandémie. Les conseils que je vais donner à ces structures des jeunes, aux différentes jeunes qui travaillent avec moi, c'est toujours continuer à porter les masques. Parce que jusqu'à présent, la pandémie existe en Guinée. Il y a eu combien de personnes qui sont parties en Guinée depuis 2020 à nos jours. Ouais. Des grandes personnalités, des jeunes qui sont partis dans ça. Du coup, on va continuer à porter nos masques et laver nos mains et continuer à sensibiliser notre entourage, comme ça a été dit par le docteur, de ne pas du tout abandonner les bonnes pratiques qu'on avait depuis au temps d'Ebola. Je pense qu'on doit continuer ça, de ne pas arrêter à faire la sensibilisation et continuer à porter des masques et se faire vacciner, comme elle a si bien dit. Vu que c'est gratuit. Allons-y maintenant. Sinon, comme ça a été dit par le directeur de l'Agence nationale, Dr Sakoba, un moment viendra, si tu n'as pas ça, tu ne peux même pas sortir de Conakry. Comme moi, je sais que je dois travailler avec des jeunes, ben, j'ai pris, je dois aller sur le terrain bientôt, je vais vacciner. Merci. Alors, docteur Kofi, votre dernier mot sur les mutilations génitales féminines, parce qu'il va falloir que cette génération montante soit sauvée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je peux juste vous dire que les mutilations génitales, c'est une mauvaise pratique. Il n'y a aucun avantage à exciser une petite fille. Aucun avantage. Il n'y a que des conséquences et des conséquences graves qui peuvent aller jusqu'à la stérilité de la petite fille. Donc il faut continuer la sensibilisation et on espère que d'ici 5-10 ans, voire 20 ans, on aura une bonne régression de cette pratique-là. Voilà. Merci Dr Kofi. Merci à vous. Madame Yula, votre dernier mot. Parce que nous, on a subi, mais nos enfants peut-être peuvent être sauvés. Oui. Nos enfants, cousines, nièces et tout. Oui, oui. Ce que moi je vais dire, c'est toujours, il faut appliquer la loi. Si on n'applique pas la loi, nos enfants vont souffrir encore pendant longtemps. Ouais. Nos enfants vont souffrir. Ça, c'est un. Il faut pas, parce qu'aujourd'hui, les filles qui ne sont pas excisées sont marginalisées. Sont indexées dans la société. C'est maintenant qu'il faut faire la promotion de ces filles. Pourquoi pas? De cette catégorie de filles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'elles sont marginalisées. Elles sont exclues dans leur communauté. Du coup, une fois encore, appliquons la loi. Il faut être rigoureux sur la loi. Je vous remercie. Et
voilà, aimables téléspectateurs de SAT TV, nous sommes à la fin de votre émission spéciale Mutilation génitale féminine et la pandémie coronavirus. Plaisir a été pour moi de vous servir et je vous rappelle que cette émission a été initiée par Global Campagne Médiatique. Merci à tous ces partenaires qui ont voulu nous accompagner. On se reprend pour un autre numéro. À bientôt. La jeunesse applique et s'implique ici. C'est la jeunesse qui s'exprime culture. Est à l'honneur ici. Allume ta TV ou ton web TV. La jeunesse applique et s'implique ici.